Nous sommes en guerre. La France est en guerre. Et nous gagnerons cette guerre. Barack Obama. Ladies and gentlemen, the President of the United States. As we gather tonight, George Bush. our nation is at war, our economy is in recession, and the civilized world faces unprecedented dangers. The hard truth is that the war in Iraq is not about a catalog of many mistakes, it's about one big mistake. The war in Iraq should have never been authorized and should have never been waged. Should have never been fought. La France est en guerre. Et nous gagnerons cette guerre. Et ben voilà, on est avec le monde diplomatique de ce mois de décembre et on va commencer avec la guerre imbécile, l'art de la guerre imbécile. C'est un drôle de titre pour le monde diplomatique qui a beaucoup de tenue en général, mais il se trouve que c'est une citation et d'un personnage très important qui s'appelle Obama et qui avait utilisé cette formule en octobre 2002. Donc, Serge Halimi s'est empressé d'en faire le titre de son papier, qui est quand même autour de l'idée que la France vient de tomber dans le piège d'une guerre asymétrique. Mais comment en est-on arrivé là, Serge Halimi ? Oui, la guerre imbécile, c'est effectivement une formule employée par Barack Obama à un moment où il n'était pas d'ailleurs un personnage très important, presque personne ne le connaissait. C'était un élu local de l'Illinois qui voulait faire part à la fois du fait qu'il était opposé à la guerre d'Irak et qu'il n'était pas non plus pacifiste, antimilitariste, mais qu'il fallait faire la distinction entre les guerres qu'il jugeait justifiées et, dans le cas d'espèce, il jugeait que la guerre d'Afghanistan était justifiée, il l'avait soutenue, et les guerres qu'il jugeait imbéciles, dumb wars, comme la guerre d'Irak. Et à l'époque, donc c'était le 2 octobre 2002, il avait déclaré « Je ne suis pas contre toutes les guerres, ce à quoi je m'oppose, c'est à une guerre imbécile, une guerre irréfléchie, une guerre fondée non pas sur la raison mais sur la colère. » Et il ajoutait « Une guerre contre l'Irak ayant des chances de réussir nécessitera une occupation militaire américaine d'une durée indéterminée et ayant des conséquences indéterminées. » Sur ce plan, on peut dire qu'il ne s'est pas trompé. Sauf que maintenant, on sait ce que ça a donné. À vrai dire, on sait ce que ça a donné, mais il annonçait déjà ce que ça allait donner. Et lorsqu'on se plonge un peu plus dans les livres d'histoire, on tombe sur cette autre déclaration, ou plutôt cet autre témoignage, qui est celui de Colin Powell, qui était le chef d'état-major américain au moment de la guerre du Golfe, donc 1990-1991, et à qui on a beaucoup reproché, à la fin de la guerre du Golfe, en mars 1991, de ne pas aller jusqu'au bout. On a dit, vous auriez dû aller jusqu'au bout, pas seulement, entre guillemets, libérer le Koweït, mais faire tomber Saddam Hussein, aller jusqu'à Bagdad. Et si vous aviez été jusqu'à Bagdad, si vous étiez intervenu davantage, des tas de problèmes que connaît à l'heure actuelle l'Irak auraient été dissipés. On sait que le fils de George Bush a suivi le conseil de ces néoconservateurs, et lui a été jusqu'à Bagdad avec les conséquences qu'on connaît. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons que donnait Colin Powell en 1995, donc 4 ans après la fin de la guerre du Golfe, pour ne pas avoir été jusqu'à Bagdad. Ce qui montre qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut prévoir et qu'il avait parfaitement prévu lui-même. Et il disait, au plan géopolitique, la coalition, en particulier les États arabes, parce qu'à l'époque de la guerre du Golfe, un certain nombre d'États arabes, y compris d'ailleurs la Syrie, faisait partie de la coalition en guerre contre Saddam Hussein. La coalition, en particulier les États arabes, ne voulait pas que l'Irak soit envahi et démembré. Un Irak fragmenté en entités politiques sunnites, chiites et kurdes n'aurait pas contribué à la stabilité que nous recherchions au Proche-Orient. Le seul moyen d'éviter une telle issue aurait été la conquête et l'occupation par les États-Unis d'un pays de 20 millions d'habitants. Au demeurant, il aurait été naïf d'espérer que si Saddam était tombé, un Thomas Jefferson irakien l'eût remplacé, nous aurions vraisemblablement hérité d'un Saddam avec un autre nom. Donc c'était plutôt pas mal vu. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas suivi les conseils qu'il donnait lui-même, puisque
8 ans plus tard, il était le secrétaire d'État de George Bush qui a justifié la guerre d'Irak, qui a eu toutes les conséquences que l'ancien chef d'état-major américain Colin Powell avait prévues. En d'autres termes, il y a des choses qu'on peut anticiper sans faire preuve de trop d'audace. Et il me semble que la guerre dans laquelle s'est lancé avec une certaine délectation François Hollande il y a quelques semaines, puisque la première phrase de son discours au Congrès à Versailles a été « La France est en guerre ». Donc cette guerre est une guerre qui n'est pas très réfléchie, dont on ne mesure pas les objectifs précis. Ce qui est vertigineux, c'est que là, il y a un précédent. Enfin, il y en a un deuxième qui est le précédent de la Libye aussi. Oui, dont on va parler. Donc il y a plusieurs précédents où on se dit que l'objectif militaire est facile à atteindre, que la capitale va tomber, que le dictateur va être pendu ou lynché, et qu'ensuite tout ira bien. Et on s'aperçoit que la situation est beaucoup moins joyeuse une fois que ce premier objectif est atteint. On se souvient que dans le cas de la guerre d'Irak, l'objectif militaire a effectivement été atteint assez rapidement. C'était le fameux Mission Completed de George Bush, le fils, sur le porte-avions. La guerre est terminée et on rentre chez nous avec les flonflons. Et puis, évidemment, à moins d'occuper le pays, à moins de transformer l'Irak en Delaware ou en Texas, à moins de le coloniser avec des Américains, des Italiens, des Français, on se retrouve avec une population qui n'accepte pas l'occupation étrangère et qui prend très vite le parti de ceux qui combattent le plus directement et parfois le plus efficacement cette occupation étrangère. Alors pourquoi la France va là-bas ? La question est d'autant plus légitime que dans le cas de la guerre d'Irak, on avait compris qu'il ne fallait pas y aller. On avait donné toutes les raisons en 2003, de ne pas y aller, de ne pas se joindre à une coalition qui, pour le coup, était puissante, avait un objectif qu'on pouvait identifier assez facilement, alors que là, il s'agit de prendre la tête d'une coalition d'États qui sont plus que rétifs. Oui. On sait que là, il s'agit pour Hollande d'entraîner Obama dans une guerre qu'il ne veut pas faire pour les raisons qu'il exposait précisément en 2002. Alors ? Alors, moi, j'ai pas la réponse. Je me dis cependant qu'il y a des situations qui n'est pas facile de trancher quand on est un chef d'État, quand on apprend qu'un attentat vient d'intervenir, que cet attentat semble commandité par une capitale ou par un pays étranger, qu'il y a la pression de l'information continue, la pression des forces politiques qui disent il faut réagir. Une opinion traumatisée. Une opinion choquée. traumatisée. Vous pouvez penser qu'il faut faire quelque chose. La difficulté, c'est que quand ce qu'on fait est précisément ce que souhaitent ou ce que semblent souhaiter les auteurs de l'attentat, là, ce qu'on commet, c'est une erreur très grave. Voilà, parce que c'est quand même celui qui déclare la guerre qui tient l'agenda après. C'est-à-dire que là, les opérations qu'on mène et qu'on va mener, sans doute, ça va entraîner plus d'agressivité à notre égard. Donc, on risque d'aller vers un accroissement des actes terroristes sur notre territoire. Alors, on va dire que j'ai un discours munichois, non, c'est ça ? Oui, ça, c'est l'un des termes. Quand on veut s'engager dans une guerre, on invoque le précédent de Churchill en oubliant qu'il y a des tas de guerres qui ont eu des conséquences désastreuses, parfois aussi désastreuses que la paix de Munich. Mais dans le cas de la guerre dans laquelle on s'engage, en plus, on s'y engage avec des moyens qui sont quand même très réduits et en promettant pour le moment que les forces terrestres ne seront pas des forces occidentales. Donc il va falloir s'appuyer sur des forces locales, les Kurdes, l'armée syrienne, l'armée irakienne, qui ont parfois été mal accueillis par certaines populations locales. Il y a cette fameuse phrase de Fabius qui expliquait, je le cite, « Daesh, ce sont des monstres, mais ils sont 30 000. Si l'ensemble des pays du monde n'est pas capable d'éradiquer 30 000 personnes qui sont des monstres, alors à ce moment-là, c'est à ne plus rien y comprendre. » Le problème, c'est que Daesh, ce sont peut-être des monstres, et ils sont peut-être 30 000, mais ils bénéficient d'appuis locaux qui ne sont pas négligeables. Et s'ils n'avaient pas bénéficié de ces appuis locaux, on n'expliquerait pas qu'ils se soient emparés, parfois à 1 contre 20 ou à 1 contre 30, de villes irakiennes ou syriennes, qui parfois les ont accueillis à bras ouverts. Et à l'heure actuelle, quand certaines de ces villes sont reconquises par les Kurdes avec les États-Unis, l'une des premières conséquences qu'on observe, c'est une contre-épuration sur le terrain
parce que les Kurdes ont un certain nombre de raisons, et les Yazidis aussi, de se méfier un peu des sunnites. Donc dès qu'ils récupèrent une ville, ils cherchent à en chasser les sunnites, qui, mécontents, peuvent rejoindre à leur tour l'organisation de l'État islamique. Donc on s'engage dans une espèce d'engrenage sur le terrain, alors qu'on ne contrôle pas les forces locales qui ont des objectifs qui ne sont pas nécessairement les nôtres, en espérant que les bombardements qui sont conduits par une trentaine de pays, dont 4 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur une population parfois civile, va résoudre ce conflit, alors même qu'on connaît en quelque sorte tous les antécédents. Qu'est-ce que ça veut dire, cette politique guerrière que nous menons? Alors, tu as évoqué la Libye, mais tu aurais pu évoquer la Centrafrique, le Mali. C'est tout ce qu'on sait faire maintenant. On a désindustrialisé ce pays. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus d'industrie. Mais par contre, on va en guerre. Bon, ça, je ne suis pas sûr que ce soit un calcul prémédité des autorités politiques. Mais il est vrai que lorsqu'il s'agit du développement économique de la France, l'un des secteurs les plus prospères en ce moment, c'est la vente d'armes, que nous contribuons beaucoup à l'armement de cette région du monde où nous disons vouloir la paix. En Arabie Saoudite, Manuel Valls a pratiqué la diplomatie économique avec succès. France 3, 13 octobre 2015. France-Arabie Saoudite, 10 milliards d'euros de contrats, le gouvernement mobilisé pour nos entreprises et l'emploi. Ces accords concernent aussi bien les secteurs de l'énergie que la santé, l'armement avec notamment la commande de 30 patrouilleurs, les satellites, les transports et l'agroalimentaire. Pour la première fois, la France exportera davantage de matériel militaire qu'elle n'en commande pour équiper ses armées. Et d'ici décembre, les exportations devraient atteindre et sans doute même dépasser les 15 milliards d'euros. Partenariat, c'est bien le mot-clé de notre relation et des accords qui viennent d'être signés. On va tout de suite tourner vers Pierre Conessa. On a commencé à parler sunnite, chiite, etc. Ce qui caractérise cette histoire-là, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose quand même. C'est très compliqué. L'affaire est très très compliquée. Et là, dans le diplôme, Pierre, vous donnez un papier qui essaye de décrire les 5 conflits. Vous voyez, 5 conflits, à commencer par celui que Serge a évoqué, chiite, sunnite. Il y a ensuite, Serge aussi a évoqué les Kurdes et la Turquie. Il y a ensuite des conflits, et peut-être qu'Akram Belkaïd en parlera aussi, entre les frères musulmans soutenus par le Qatar et les salafistes plutôt soutenus par l'Arabie Saoudite. Et puis il y aura le conflit en Syrie avec Bachar, qui a tous ses opposants. Il n'en a pas qu'un, il a tout un tas d'opposants. Et puis nous qui arrivons, les Occidentaux, nous autres, qui arrivons là-dessus. C'est quand même assez compliqué. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous éclairer? Effectivement, c'est une situation de crise qui a une originalité, c'est qu'il y a 4 guerres en une ou 5 guerres en une, selon ce qu'on veut calculer, mais qui, en fait, la crise syrienne et puis évidemment l'effondrement de l'État irakien a révélé des lignes de fracture qui étaient déjà très anciennes, qui ne tenaient que parce qu'on était dans des systèmes dictatoriaux. Et donc, on a focalisé, nous, sur l'État islamique. D'abord, on a commencé par Assad, quand même, avant de parler de l'État islamique. Puis ensuite, on a parlé de l'État islamique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'expliquait pas pourquoi. C'est-à-dire que dans la question que vous posiez dès le départ, c'est-à-dire comment se retrouve-t-on là-dedans, il faut essayer de plonger dans les arcanes géopolitiques ou psychologiques des gens qui nous gouvernent. C'est-à-dire que on le voit bien avec les néoconservateurs américains, ce sont des gens qui n'avaient aucune connaissance de la région. Enfin, c'était pas leur sujet. C'était comment est-ce qu'on peut remodeler la région pour assurer la sécurité d'Israël. Bon. Donc c'était une géopolitique sur des cartes. Et d'une manière générale, on a eu avec le processus des néoconservateurs arrivant au pouvoir aux États-Unis, on a le même problème qu'avec les islamistes dans les pays arabes. C'est-à-dire on conquiert les lieux de pouvoir, qui sont les universités, qui sont les think tanks, etc., etc. Et puis ensuite, on se met dans la position de conseiller des partis politiques, conseiller du prince, etc. Mais on n'est jamais en première ligne. Et en fait, on fait faire, si vous voulez. Bon. Et donc, on fait derrière une espèce de vision du monde qui a été profondément bouleversée par la disparition de l'URSS. En gros, quand l'URSS était là, on ne pouvait pas ne pas se préoccuper d'une crise puisqu'elle risquait d'être instrumentalisée par Moscou. Bon. Donc le globe était rond.
À partir du moment où l'URSS disparaît, il y a un monde inutile qui apparaît. C'est-à-dire un monde dans lequel il y a des crises dont on se fiche parce que finalement, il n'y a pas d'enjeu considéré comme significatif. J'insiste là-dessus parce que le conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le conflit du Congo. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés. Ça n'a pas fait la une des journaux. Bon. Et pourquoi la Syrie en fait autant? C'est justement parce que ça renvoie à des imaginaires collectifs où on se donne des responsabilités en disant mais nous avons une responsabilité historique dans la région. Ben oui, historique, oui, depuis la fin de l'Empire ottoman. On peut remonter à la responsabilité historique des croisades, ou on peut remonter au fait que Jésus est né à Bethléem, etc. Enfin, bon. Donc la responsabilité historique est par nature un argumentaire qui n'est jamais étayé, sauf parce qu'on veut décider que. Hein. Je prends l'exemple de la Libye, ou même des exemples de médias récents, on parle de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est les pays occidentaux. C'est ça qu'on appelle. Les pays qui votent la résolution, je crois, 1793 sur l'interdiction de survol aérien de la Libye représentaient 9% de la population mondiale. 9%. Et ça s'appelle l'opinion publique mondiale. Notre président vient de faire le tour de toutes les capitales occidentales pour renforcer le caractère de croisade dans la lutte anti-Daesh, puisqu'ils vont en plus mettre les Russes. Et vous savez qu'il y a 50 imams saoudiens qui ont voté un communiqué, qui ont fait une fatwa, pardon, ça s'appelle une fatwa là-bas, pour dire que tous les musulmans devaient se battre contre les Russes, parce qu'il y a le souvenir de l'Afghanistan, les communistes, etc. Donc, on est dans une guerre, pour revenir à la question, extraordinaire, dans laquelle chacun des ce qui va être les alliés futurs ont des intérêts divergents. Et ils ont parfois des intérêts contradictoires entre eux. Et nous, on arrive comme les chevaliers blancs en disant, mais attention, nous, on est le bien, on va vous mettre de l'ordre là-dedans. Mais on n'a aucune légitimité à cette intervention. J'entends de légitimité réelle, parce que si on considère qu'une des caractéristiques qui déchire 7 pays de la région aujourd'hui, c'est la guerre sunnite-chiite, Irak, Syrie, Afghanistan, Pakistan, Yémen, Liban, puis j'en oublie un quelque peu, Bahreïn, on se dit qu'il y a une dimension de guerre de religion dans laquelle on est les derniers à pouvoir arriver à dire quelque chose. Mais peu importe la crise, c'est ça qui a changé fondamentalement. On n'intervient pas à cause de la caractéristique de la crise, on intervient pour des raisons de politique intérieure. Que va penser l'opinion si je fais ça? Ouais. Mais le courage de l'homme politique, c'est justement de dire mais on ne combat pas ce genre de choses en envoyant du militaire. Les militaires sont très réticents d'ailleurs. Hein. Ils sont les moins militaristes ou les moins guerriers de toutes ces catégories décisionnelles. Oui. Sur le coup de l'émotion, on peut comprendre que l'opinion, je dis ça intuitivement, réclame qu'on leur casse la gueule, qu'on y aille, etc. Mais enfin, ça se calme, ça, dans les jours qui viennent. Il y a un peu de raison qui émerge. Non, mais c'est le courage politique que de dire il y aura une mesure de rétorsion. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ce qui s'est passé dans les rues de Paris. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il faut annoncer un calendrier de sortie. Une chose qui me frappe aujourd'hui. Dans les forces qui interviennent contre Daesh, il y a grosso modo aujourd'hui 17 pays qui fournissent des armées. Ces 17 pays, c'est 12 pays occidentaux, 11 pays de l'OTAN plus l'Australie. Il y a 5 pays arabes qui sont pour l'essentiel le Jordanie et le Maroc, plus 3 pays du Golfe. 5 pays arabes. L'alliance qui s'est faite au Yémen contre les chiites, il y a 10 pays arabes. Donc je me pose toujours la même question, c'est est-ce qu'on fait la guerre à leur place ? Donc, si on dit aux pays du Golfe, qui, je le rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas, bien que je l'ai répété partout, n'accueillent aucun réfugié syrien, on fait la guerre à leur place, et en plus, on se bat là-bas pour des motifs de droits de l'homme, puisque comme chacun sait, on se bat contre Daesh parce qu'ils décapitent, ils coupent les mains des voleurs, ils oppriment les femmes, ils interdisent d'autres religions pour défendre l'Arabie Saoudite, qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdisent d'autres religions. Comme disait un article récent du New York Times, l'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi. Oui. Donc on est dans une situation totalement aberrante. Est-ce notre guerre ? Voilà, la réponse, elle est non. Mais il y a des tas de pays qui ne se posent pas la question. Les Brésiliens ne se demandent pas s'ils vont intervenir dans le conflit. Mais même la moitié de l'Europe. Voilà, la moitié de l'Europe. Il y a une espèce d'hubris français ou américain qui fait que quand, à leurs yeux, aux yeux de ces pays, un problème existe quelque part, il leur revient de le résoudre et très souvent en l'aggravant. Akram Belkaïd, on est toujours avec le diplôme de ce mois de décembre. Akram a centré son papier sur la Syrie. Et sur l'équation illisible des conflits à l'intérieur même des frontières syriennes, parce que on est en présence de plusieurs forces armées qui peuvent avoir un ennemi commun, mais qui ne sont pas forcément des alliés.
Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que tout le monde veut y aller, tout le monde veut bombarder. La France a effectivement cette approche guerrière. Mais le grand tabou, la ligne rouge qui est définie, c'est pas de force terrestre. On veut vaincre l'État islamique, le groupe État islamique, mais sans envoyer de troupes au sol. Pour le moment. Les néoconservateurs américains parlent déjà de 50 000 hommes. Voilà, les gens, on commence à voir apparaître cette revendication, mais pour le moment, on se repose sur les forces locales. Alors, quelles sont-elles, ces forces locales ? Alors, il y a les Kurdes, effectivement, qui sont peut-être la seule force organisée qui en découle. Ah oui, mais c'est des terroristes, les Kurdes. Alors, justement, c'est un peu gênant. Ils sont sur la liste des terroristes. Il y a le PKK. Il y a aussi le fait qu'on a un partenaire au sein de l'OTAN, qui est la Turquie, qui ne veut absolument pas que la puissance kurde se renforce. Et puis, il y a la réaction des populations, telle que ça a été dit. Je ne suis pas certain que les sunnites arabes de Syrie comme d'Irak soient heureux de voir arriver des forces kurdes qui, dès les premiers instants où ils auront libéré tel ou tel village, vont procéder, ils le font déjà, à des nettoyages ethniques pour gagner du terrain. Donc, l'idée même d'une coalition de forces terrestres qui serait bâtie sur place est totalement aujourd'hui aléatoire, sachant que l'armée de Bachar al-Assad n'a pas la capacité de battre les troupes de l'État islamique. Et donc, on nous dessine une espèce d'alliance qui, finalement, demain, regrouperait les Kurdes, l'armée de Bachar al-Assad et ce qu'on nous présente comme étant des forces islamistes modérées. Et alors, on voit bien, là aussi, toute la difficulté de définir ces forces-là, parce que elles sont considérées comme terroristes par les Russes, par exemple. Le régime de Bachar al-Assad ne veut pas en entendre parler. Certaines d'entre elles étaient plus ou moins proches d'Al-Qaïda. Je pense notamment au Front al-Nusra, qui à un moment donné était présenté avec beaucoup de qualificatifs positifs de la part de la diplomatie française, par Fabius, exemple. Oui, disant qu'il faisait bon boulot. C'est-à-dire boulot. Al-Nusra, c'est une filiale d'Al-Qaïda. Revendiquée en tant que telle, en tous les cas, et qui a même, par certains canaux, applaudi aux attentats de Paris. Donc, tout cela pour dire que l'idée même d'une coalition terrestre est utopique. Et alors, on nous vend aussi l'idée d'un processus politique, diplomatique, qui préparerait l'avènement de cette coalition terrestre, avec un processus politique de négociation qui aurait lieu entre forces syriennes. Alors, il reste à définir lesquelles, et tout ceci devant déboucher en 2017 à des élections. Enfin, ça rappelle un peu, toute proportion gardée, la guerre civile libanaise, où la diplomatie internationale avait besoin d'un hocher pour parler d'un processus diplomatique, parce qu'on était finalement démunis par rapport à ça. Alors on va avoir effectivement un processus où les gens vont faire semblant de se parler, pendant que dans le même temps, sur le terrain, les gens vont continuer à s'entretuer, et où certaines lignes rouges vont demeurer, c'est-à-dire que pour les Russes comme pour les Iraniens, qui sont tout de même deux forces totalement impliquées dans le conflit aujourd'hui, il n'est pas question de lâcher Bachar al-Assad. Tout ça, c'est très bien pour François Hollande. Il a sa cote de popularité qui monte formidablement. Ça a été le cas l'année dernière, au début de cette année, après les attentats contre Charlie Hebdo et contre le supermarché Cacher. C'est ce qui s'est toujours passé. Au moment de la guerre du Golfe, Bush avait une cote de popularité de 91%. Voilà. Son fils, la même chose au moment du déclenchement de la guerre d'Irak. Et c'est après, quand le temps passe et que l'opération apparaît moins réussie, que ça retombe. Voilà, c'est ça. On peut se demander en vous écoutant, est-ce que vraiment les Français ont envie de l'opinion française? Enfin, je suis pas du tout spécialiste de l'opinion française, mais telle que je la ressens, je vois pas qu'on ait envie de suivre ce que vous décrivez là, cette guerre. Il y a un sondage qui était récemment indiqué par Alain Badiou dans une conférence. Il disait que, je ne sais pas où il a trouvé ce sondage, que pas plus de 3% des Français, de façon générale avant ces événements, sont prêts à partir en guerre. Donc je veux bien qu'il y ait un choc là actuellement, mais je crains fort que dans les semaines qui viennent, on retombe à ce peu d'entrain français. Oui, non? Akram? Oui, mais là où ça se complique par rapport à tout ce que Serge a évoqué, tout ce qu'Pierre Conessa aussi a évoqué, c'est que on est dans une guerre, dans un affrontement où l'un des acteurs, le groupe État islamique, a tout de même un levier qui est celui d'exporter le conflit sur le sol français en jouant sur une faiblesse intrinsèque aux sociétés européennes,
que ce soit en France ou en Belgique, demain peut-être les Pays-Bas, voire la Grande-Bretagne, qui sont cette hétérogénéité en matière d'intégration, de situation sociale, etc. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que Saddam Hussein n'avait pas les moyens de créer des conditions de déstabilisation, ne serait-ce que sur le plan du choc social aux États-Unis. L'État islamique aujourd'hui, le groupe État islamique aujourd'hui, a les moyens, on le voit bien, par sa propagande, par le fait qu'il attire les djihadistes chez lui, par le fait qu'il s'adresse aux populations de confession, voire de culture musulmane sur le sol européen. Il a les moyens de jouer sur ça. Donc du coup, on peut comprendre que l'opinion publique française dise mais il faut nous venger, il faut faire quelque chose. Et c'est ça qui complique la situation. Une opinion qui se sent extrêmement vulnérable quand effectivement une dizaine de types décidés, complètement cinglés, mais décidés, finalement, déstabilise complètement un grand pays, la France, puissance militaire, puissance financière, etc. Voilà, qui se retrouve complètement, qui découvre technologie, etc. Tout d'un coup, rien du tout. Il n'y a plus aucune réplique. Et puis, quand la guerre est partie, c'est difficile de faire machine arrière parce que, d'une part, les diplomates vous disent que le crédit du pays est engagé et que donc se retirer après avoir engagé les opérations reviendrait à nuire à une défaite diplomatique, etc. Les militaires vous disent mais il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Et ça pèse aussi dans l'opinion publique. C'est pour ça qu'il faut en général plusieurs années avant qu'elles se disent que bon, il y a tous ces inconvénients pour le crédit international du pays, pour les soldats qui sont morts pour rien, mais que poursuivre serait encore plus coûteux. On est quand même dans une opération militaire qui est en fait un corps expéditionnaire. C'est-à-dire que les Français sont d'autant plus convaincus de la nécessité de la guerre qu'elle se passe loin. Et que pour le moment, c'est une guerre qui n'a fait aucun mort. Mais évidemment, si demain un pilote français tombait et qu'il était brûlé vif comme ce malheureux pilote jordanien, je ne suis pas sûr que les Français auraient toujours la même attitude. Pierre connaît ça, vous connaissez le monde de la Défense, le ministère de la Défense. Qu'est-ce qui se dit du côté des militaires, des professionnels quand même de la guerre ? D'abord, ils sont très peu bellicistes, les militaires. C'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est que la guerre, à la différence de Bernard-Henri Lévy. Si vous voulez, ils savent qu'est-ce que c'est que le sang, les larmes. Ils savent que de toute façon, on n'engage pas une guerre qu'on n'est pas sûr de gagner. C'est quand même mieux. Qu'ensuite, on sait que l'opinion publique est un facteur sur lequel il est difficile de compter. Et puis que l'opinion politique aussi est un facteur sur lequel il est difficile d'avoir automatiquement du répondant. J'ai un exemple qui m'a toujours frappé. Les casques bleus français étaient à Sarajevo, dans un pont qui faisait frontière entre un quartier bosniaque et un quartier serbe. Et puis les Serbes, un jour, ont attaqué le pont. Il y a eu 3 soldats français qui ont été tués. Et ils ont pris le pont qui séparait les deux communautés. Le chef de section appelle la chaîne militaire, ça remonte jusqu'à l'Élysée, et il dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et l'instruction qui lui est arrivée, c'est « Faites au mieux ». Faites au mieux, ça veut dire « Débrouillez-vous, je vous couvre », ou au contraire « Faites, mais si vous perdez, je ne vous couvre pas ». Le type a repris le pont, il a encore perdu 2 hommes, mais en tout état de cause, c'est ça le rapport du politique au militaire. C'est-à-dire « Ne me créez pas d'ennui ». Et donc, ils sont conseillers militaires du gouvernement, mais de gens qui n'écoutent pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas l'armée rouge qu'on a en face de soi, c'est une opinion publique sur laquelle on compte pour se faire réélire. Et c'est ça qui a fondamentalement changé dans la motivation de la décision de politique étrangère. What should we do with these children? And actually had these children in the sights of the pistol. What should we do with these children? 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 Should we shoot them? It was an instantaneous decision. No, we're not going to shoot children. It was an instantaneous decision. No, we're not going to shoot children. What are we going to do? What are we going to do? What should we do with these children? And I know in my heart had I told them to shoot, they would have shot them children. And I know in my heart had I told them to shoot, they would have shot them children. Die for his country. Die for his country. Die for his country. Die for his country. And actually had these children in the sights of the pistol. We'd seen dead bodies before. I was ready for the smell of war. We'd seen dead bodies before. I was ready for the smell of war. Make sure you understand what the bomb. Did you understand? Did you understand? Did you understand our work? It's a cluster bomb. Danger close. We started to cry. Take the lives of these people. My heart jumped into my throat as we pulled the trigger and, unloaded into the point element. We started to cry.
Qu'est-ce que la sécurité sociale? Radiodiffusion française. Eh bien, c'est un ensemble de dispositions législatives, c'est-à-dire légales, 1er juin 1946. qui garantissent les travailleurs contre les risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou même de décès. Et ces risques sont assez bien illustrés à ce stand de la sécurité sociale au service de la Renaissance française, et je vais me permettre de vous les décrire. Le premier est dédié à la maternité. Il représente une femme tenant un bébé dans ses bras, et il est indiqué que la sécurité sociale a pour but et pour objet d'assurer le repos de la mère, la santé de l'enfant et la sécurité de la famille. Le panneau d'à côté représente un homme qui est couché, qui est alité, et c'est l'illustration de l'assurance du risque maladie. Enfin, le troisième panneau représente deux bons vieux, l'homme appuyé sur sa canne, la femme tenant un matou dans ses bras, et c'est la vieillesse, la sécurité des vieux jours. Et le panneau central rappelle que la loi Croizat, puisque c'est M. Ambroise Croizat, ministre du Travail, qui a mis son nom sur cet ensemble de dispositions légales appelées la sécurité sociale, la loi Croizat étend à tous les Français cette sécurité en libérant le travailleur de la hantise du lendemain et en écartant la misère de son foyer. On continue avec le diplôme du mois de décembre. On va revenir chez nous un petit peu. On va même revenir dans notre passé avec la sécurité sociale. Et qui de mieux pour nous parler de la sécurité sociale que Bernard Friot, qu'on est tout heureux de retrouver. Bernard, sur la Sécu. Vous commencez évidemment par un hommage à Ambroise Croizat, que nous avons eu le plaisir, là-bas si j'y suis, de faire découvrir à l'époque à pas mal d'auditeurs. Et vous nous racontez un peu cette histoire qui, au fond, n'est pas très encourageante. Elle n'est pas encourageante parce qu'elle est en partie perdue, c'est vrai. Mais en même temps, oui, mais elle montre que il est quand même possible de changer la donne sur des points décisifs parce qu'elle n'est pas totalement perdue. C'est ce point qu'il faut quand même bien voir. On a inventé quelque chose de formidable, comparé à une production capitaliste de santé. On a mis en place la retraite comme continuation du salaire, et non pas comme contrepartie de comptes individuels dans la GIRC-ARCO à travers le régime général. On a donné dignité aux parents en tant que producteurs de valeur à travers des allocations familiales qui étaient, elles ne le sont plus, mais qui étaient indexées sur les salaires, qui étaient un élément du salaire, la moitié du salaire ouvrier dans les années 40. Donc, je crois que le bilan est positif quant à ces résultats, même si alors, parce que là, c'était le lieu central de la lutte de classe, la caisse unique gérée par les salariés eux-mêmes, ça a échoué de fait. Par les représentants syndicaux? Oui, par des syndicalistes élus tous les 5 ans. Que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Les professionnels de santé en matière hospitalière ont été complètement débordés par des gestionnaires. Le bilan est sombre quant à la gestion par les intéressés eux-mêmes du dispositif. En matière de vieillesse, le régime général, donc qui garantit un remplacement du salaire de référence, est progressivement marginalisé par des régimes complémentaires qui, eux, fonctionnent sur une logique capitaliste. J'ai cotisé tant, je vais récupérer tant quand je serai retraité. Et sur lequel, j'insiste parce que c'est une actualité énorme, sur le modèle de la GIRC-ARCO est en train de se constituer le CPA, tous les comptes personnels, pénibilité, jours, formation, qui sont vraiment une attaque mais délibérée contre le régime général de sécurité sociale. Mais ce qu'apporte cet article, fondamentalement, c'est que 45 ne crée pas la Sécu. Tout existe en 45, absolument tout. Les assurances sociales sont là, avec pour la maladie et pour la vieillesse. Les allocations familiales sont là. Les régimes de fonctionnaires, les régimes de salariés à statut, en tout cas pour la SNCF, sont là. Les mutuelles sont là. Tout est là. 45 ne crée rien de neuf, autre que, c'est ça le cœur de 45 et c'est ça le cœur de la lutte de classe, régime général, c'est-à-dire caisse unique, taux unique de cotisation et gestion par les intéressés eux-mêmes. C'est là-dessus que tout va se focaliser, c'est là-dessus que la CGT et le Parti communiste seront tout seuls contre tous, et en capacité à l'époque, je crois quand même qu'il faut souligner la formidable réussite, parce que l'ordonnance de 45, elle n'est instituée que parce que ceux qui l'instituent sont sûrs que ça va échouer.
Il faut que tout soit mis en place au 1er juillet 46. Mais ils savent que ça sera impossible. Il y a 1000 caisses qu'il faut transformer en quelques caisses. Il y a 70 000 salariés qu'il faut intégrer dans un corps unique. Il n'y a pas de locaux. Or, les militants de la CGT se mobilisent. C'est formidable. C'est aussi formidable que ce que montre un film qui était complètement censuré. Habituellement, quand Ken Loach fait un film, tout le monde en cause. Là, sauf L'Esprit de 45, qu'il fait en 2013, qui a été entièrement censuré en France. Peut-être dans les îles britanniques aussi. C'est un très beau film, très stimulant. Un film absolument magnifique, mais qui montre justement ce qu'un peuple est capable de faire. Oui, mais enfin dans une situation particulière. Non, mais je ne suis pas d'accord. 50 millions de morts, un patronat complètement discrédité par des années. C'est pas vrai, ça? Non, mais tout ça... Oui, merci de vous faire l'avocat du diable, mais bien sûr que non. Ça, c'est les fables qu'on raconte pour se consoler de notre impuissance actuelle. Alors on dit que c'était l'époque qui voulait ça, mais l'époque ne veut jamais. Il faut arrêter avec ce genre de truc. D'abord, à l'époque, franchement, avoir collaboré, c'était pas si discréditant que ça. C'est 40 ans plus tard que l'on va faire des choses sur la résistance et tout ça. Mais je crois pas du tout à cette explication. Pierre connaît ça? Non, le Conseil national de la résistance est un formidable mouvement qui regroupe toutes les familles politiques et qui se met d'accord sur un projet qui ne sera applicable que parce qu'il y a une adhésion complète quand même. S'il s'appelle régime général, c'est justement parce que ce n'est pas un débat politique. Il y a des moments comme ça dans la société française. La France n'est pas un pays de réforme, c'est un pays de révolution. On n'arrive pas à réformer le régime des retraites, mais par contre, on sera prêt à faire une révolution demain. Bon. Et ça, c'était une période révolutionnaire. C'était la période où, effectivement, on peut abolir les privilèges. Aujourd'hui, on est bloqué sur des choses qui sont aussi essentielles que la réforme du régime des retraites, mais en grande partie parce qu'on le présente selon des termes qui opposent un patronat aux salariés, alors qu'aujourd'hui, on a des déséquilibres fondamentaux entre des régimes particuliers et le régime général. Et c'est le régime général qui supporte les régimes particuliers aujourd'hui. Donc on n'est pas dans une problématique où la seule explication politique suffit. Il y a des explications corporatistes aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ça. La généralisation était un formidable avancée. C'est entièrement faux. Non, mais il faudra lire ce Monde diplomatique de décembre en entier, y compris cet article. On peut ne pas être d'accord avec des articles du Monde diplomatique. D'accord. Ah bon? Ah non, bien sûr, pas question. Non, alors c'est entièrement faux. Le Parti communiste et la CGT sont seuls contre tous. Et dans la CGT même, il y a un conflit interne tout à fait considérable qui va déboucher sur la scission de 47 avec FO, entre autres. Le patronat est formidablement soutenu par le ministère des Finances. Il faut savoir que depuis 1938, le gouvernement invoque la préparative de la guerre pour empêcher toute négociation salariale. Vichy, évidemment, ne revient pas là-dessus, et c'est la même chose en 44-45. La négociation salariale est absolument interdite. Peut-être qu'il y aurait eu des choses qui auraient pu être acquises compte tenu de rapports de force, 1 million d'adhérents à la CGT, etc., mais il n'y a jamais eu un seul communiste au ministère des Finances, il n'y a jamais eu un seul communiste dans les ministères décisifs. Le patronat est soutenu, mais de manière arc-boutée, par les ministres socialistes et du MRP. Faisons des travaux d'archives, arrêtons de raconter n'importe quoi. Le CNR, il n'a été mis en place que chez les ministres communistes, contre tous les autres. Il n'y a aucune unanimisme autour du CNR. Le CNR a joué un rôle décisif dans le fait de poser De Gaulle comme unification de la résistance. Bien sûr, ça c'est tout à fait évident. Mais le programme du CNR n'a été mis en œuvre que dans des lieux extrêmement partiels. Et quand on va dans les archives, on est ahuri. Il faut savoir que, certes, le premier directeur de la sécurité sociale est un haut fonctionnaire gaulliste de grande qualité, Larocque, qui joue le jeu. Mais le second directeur, en 1950, est hostile aux ordonnances de 45. Donc, dire que l'époque voulait ça, non. Aujourd'hui, la Sécu menacée? Que la Sécu soit menacée, à la limite, c'est pas mon problème, parce que je ne défends pas l'Agirc Carco, d'accord? Je ne défends pas les mutuelles, je ne défends pas tout un système qui aujourd'hui est dans l'état où il était en 45. 45, c'est un morcellement infini dans lequel les patrons sont... Et là, on est dans un remorcellement infini. Totalement. Nous sommes à la situation totalement, de 45. Vraiment, oui. Totalement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut reconstruire, voilà. Il faut faire la même chose. Caisse unique, taux unique de cotisation interprofessionnelle, gestion par les intéressés eux-mêmes. C'est ça le lieu de l'affrontement décisif. Donc moi, je ne suis pas un défenseur de la sécurité sociale. Ça, je ne hurle pas avec les loups. Je suis un défenseur du régime général de sécurité sociale. C'est ça qui est la marque de 45, c'est ça qui est l'objet de la contestation patronale et de tous ses soutiens politiques, et ils sont fort nombreux. Et c'est à ça qu'il faut revenir si nous voulons... retrouver l'offensive.
Voilà, donc vous serez d'accord ou pas d'accord avec cet article de Bernard Friot et de Christine Jacques. Qui est avec moi membre de Réseau Salariat, c'est-à-dire une association d'éducation populaire. Voilà, une autre histoire de la sécurité sociale dans le diplôme. Pierre Conessa signe un papier qui s'intitule « 5 conflits entremêlés ». Akram, c'est la Syrie, une issue politique bien incertaine. Et Serge Alimi, c'est l'art de la guerre imbécile. Tout ça, c'est dans le diplôme, parmi beaucoup d'autres papiers de ce mois de décembre. Merci à tous.